Bonjour, bonsoir, ça fait 2 semaines. J'essaye d'être dans les temps cette fois-ci, comparé à l'année qui s'est écoulée entre ma vidéo précédente et celle d'avant. Donc je tiens mes promesses. Je veux rectifier quelque chose que j'ai dit dans l'énoncé de ma vidéo précédente, à savoir que cette vidéo-ci que je fais aujourd'hui traiterait sur les rapprochements de dimensions aliénantes sur le plan collectif. Non, je rectifie ça. Je vais rester sur le rapprochement sur le plan individuel. Mais à défaut de parler, comme dans ma vidéo précédente, des déficits de nos systèmes éducatifs, aujourd'hui, je vais beaucoup plus me borner à parler de quelque chose à laquelle nous sommes tous soumis aujourd'hui. Et je fais référence ici à la communication de masse. Alors bien sûr, nous devons tous, mais alors tous sans exception, célébrer le fait que l'information nous parvient de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que je peux allumer ma télévision aujourd'hui et plus ou moins en temps réel, je sais par exemple ce qui s'est passé à Bamako il y a 2 ou 3 jours. Je profite aussi pour rappeler mon soutien aux Bamakois et aux Maliens aussi. On n'est jamais autant attristé par une telle douleur et l'image que ça reflète pour le pays. Donc mon soutien est là pour eux. Et donc pour revenir, oui, donc la communication devient de manière beaucoup plus rapide, mais quand on lit un peu sur l'évolution, le progrès des études des neurosciences en termes factuels, on se rend compte que l'esprit humain, notre esprit, le vôtre, on ne peut pas gérer intellectuellement la masse d'informations qui nous parviennent. Les télévisions, la radio, les papiers journaux, toutes ces informations, on n'arrive pas à gérer ça. On n'arrive plus du moins à gérer ça sur le plan intellectuel. On ne peut plus gérer l'information de manière intelligible. Donc ce qui va se passer inconsciemment, ce qui va se passer de manière insensible, c'est que l'esprit va quitter du mode intellectuel, du mode rationnel, pour gérer l'information sur le mode émotionnel. C'est-à-dire que la communication de masse aujourd'hui, par sa rhétorique, va miser en fait sur l'émotivité de nos réactivités. À tel point que cette émotivité va finir même par s'atrophier. Qu'est-ce que j'entends par là? Prenez un exemple banal. Moi, quand j'étais petit, par exemple, je me rappelle quand on me fouettait, par exemple, au même endroit plusieurs fois, à un moment donné, l'endroit qui était sensible se désensibilise. On m'avait fouetté une fois, 20 coups, 50 coups, au bout du 20e coup, je ne sentais plus rien. Donc, un endroit qui était sensible se désensibilise. Et donc, c'est sur ça, en fait, que je mise les communications de masse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles shootent sur l'émotionnel à tel point que on se désensibilise émotionnellement. On n'est plus sensible. Remarquez à quel point la violence est de plus en plus normalisée dans nos téléjournaux, de plus en plus normalisée en fait depuis les kiosques depuis lesquels nos communications de masse partent. À tel point que le nombre de morts qui se multiplie finit par ne plus avoir de réaction émotionnelle dans notre esprit. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on a la faculté de se révolter intellectuellement face à la mort de certaines personnes a été atrophiée par le facteur de communication de masse. Je ne sais pas si j'étais rapide. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Si vous ne m'avez pas suivi, recommencez. Donc vous voyez, si on est un peu plus sérieux. Donc aujourd'hui, on allume la télévision, on te parle de 20 morts dans les grands lacs, 15 morts à gauche dans le Kivu. Et tout ça, ça ne nous fait plus réagir émotionnellement. D'ailleurs, même les médias, on en parle même plus tant que ça. Des fois, on va parler des femmes qui se font violer, du M23 et tout ça. Mais bon, vous voyez un peu ce dont je parle? C'est-à-dire que les médias communiquent, c'est-à-dire font des rapports sur les hommes, mais oublient que c'est des hommes dont on parle. Vous voyez? La science, c'est-à-dire la communication nous parvient beaucoup plus rapidement. La science qui progresse, mais les consciences qui régressent. On est opulé par la masse d'informations. On n'en peut plus. Il y en a beaucoup trop. Donc il faut gérer sur le mode émotionnel. Et à tel point qu'il faut une image qui soit gore, chargée émotionnellement, un peu comme à la période du 9 septembre, l'image de l'homme qui tombait du, je crois, 50e étage, je ne sais pas quand. Il faut une image d'un homme qui tombe d'un étage, pour que la conscience humaine puisse se réveiller et qu'on puisse se dire à un moment donné, vous savez quoi, il y en a trop, il faut réagir. Vous voyez, quand la communication de masse, les médias de masse, en fait, devient
la médiation de notre réactivité humaine. Nous sommes aliénés, c'est de ce dont je parlais dans la toute première vidéo, les challenges des Africains au XXIe siècle, quand l'autre devient la médiation exogène de ma personne. Tu vois, ce n'est plus moi qui connais ma valeur émotionnelle, c'est maintenant l'autre qui décide de ma valeur. C'est maintenant l'autre qui décide de ma valeur émotionnelle. Ça devient dangereux, c'est aliénant. C'est aliénant à tel point que le massacre de Boko Haram, en début d'année, je crois que c'était le 7 janvier, ce massacre qui a été traduit, décrit par des organisations internationales comme Amnesty International ou bien même des journaux comme le Washington Post, a été qualifié par ces organisations comme étant le massacre le plus meurtrier de notre époque. Vous vous rendez compte? Le plus meurtrier, allant jusqu'à comparer en fait ce massacre au 9 septembre. 9 septembre, il y a eu 3000 morts. Là-bas au Mali, enfin là-bas au Nigeria, il y a eu plus de 2500 personnes qui sont mortes. Vous vous rendez compte? 2500 personnes. Mais parce qu'il n'y a pas eu l'image d'un homme qui tombait du 50e étage, de Falling Man, où il n'y a pas eu, vous savez, il n'y a pas eu un policier qui se faisait shooter une balle dans la tête en plein Paris. Donc le massacre de Boko Haram est passé aux oubliettes de ce que l'on a voulu retenir pendant cette période-là. Vous vous rendez compte? Quand la communication de masse a un pouvoir de déshumanisation sur vous, sur moi, sur tout le monde, en Occident comme dans le Sud, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, partout. Mais comme je dis, comme d'habitude, je m'attarde sur les sociétés africaines. Ça devient dangereux. Et le caucase de l'histoire, c'est que nous, bon, je veux dire, vous savez qu'on n'a pas été les colonisateurs, on a toujours été les colonisés. Donc depuis ce référent historique, on se positionne toujours comme ceux qui donnent des leçons de morale au reste du monde. Mais je suis sur plusieurs réseaux sociaux, c'est-à-dire plusieurs forums panafricains, afrocentristes et tout. Mais quelle n'a pas été ma surprise de voir des gens qui se positionnent comme des diseurs de morale exposer les cadavres, des images des cadavres des membres de Boko Haram. Ou encore se moquer en fait de l'histoire de Stéphane Tchiki. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent pas, c'était le président en fait de l'UMP, le président des jeunes de l'UMP. On se moque de ce jeune homme et on est en train de refuser une certaine dignité à certaines personnes. Mais où, nous en tant que diseurs de leçons de bonne morale, où est passé notre respect pour la dignité humaine? Posons-nous cette question de fond, il faut savoir, posons-nous cette question de fond. Vous savez, quand on dit en l'occurrence, quand on dit de Boko Haram par exemple, qu'ils sont des barbares, qu'ils sont sans morale, ils sont sans morale, désolé, en français, qu'ils sont sans morale, et c'est quand même se donner les prérogatives de celui qui est civilisé et plein de bonne morale. De même, avec Stéphane Tchiki, quand on dit par exemple que c'est quelqu'un qui a trahi le Cameroun, c'est quelqu'un qui a trahi l'Afrique, c'est implicitement se donner les prérogatives de celui qui ne trahira jamais personne, qui ne trahira jamais une idée, qui ne trahira jamais une philosophie, bien que c'est une façon un peu dogmatique de voir le monde. Mais bon, ok. D'accord. Mais c'est encore nous aujourd'hui qui refusons une certaine dignité à ces personnes-là, à ces membres de Boko Haram. Fussent-ils les personnes les plus détestables, les plus ignobles qu'on puisse connaître, mais à la fin de la journée, ça reste des hommes. Ça reste des hommes. Pareil pour Stéphane Tchiki. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec la politique de l'homme, mais il faut respecter au moins la dignité de la personne. Vous voyez, quand les communications de masse, les médias nous donnent des statistiques sur les hommes, et on oublie en fait que c'est des hommes dont on parle, et non juste des statistiques. C'est pas juste des statistiques, c'est des personnes dotées de sensibilité, qui peuvent avoir mal. Ces personnes peuvent avoir mal. Vous savez, si vous avez été en école en Afrique, je parle aux Africains, notre système éducatif est basé et calqué en fait sur le système éducatif occidental. Donc, c'est-à-dire que vous, quelque part, vous avez intégré en vous, de manière inconsciente, la morale kantienne. Parce que le système éducatif en Occident
comment dire, c'est quoi l'expression, s'inspire beaucoup de la morale kantienne. Désolé parce que je pense souvent en français et en anglais. Donc il s'inspire beaucoup de la morale kantienne. Donc quelque part, et Kant disait quelque chose, il disait que avant de faire quelque chose, pose-toi la question de savoir si tout le monde faisait comme toi, qu'est-ce qu'il adviendrait? Si tout le monde se moquait des gens parce qu'on n'était pas d'accord avec ces personnes-là, ou bien parce que c'est nos ennemis, ou il fallait les exposer, manquer de respect, où serait le monde aujourd'hui? Il faut se poser cette question-là. Bon, d'accord. Il ne faut pas non plus que j'ai l'air trop sombre. Il y a forcément, oui, pour tempérer le propos, il y a forcément encore aujourd'hui, encore heureux, il y a des gens qui essayent tout au moins comme ils peuvent de résister à ce pouvoir de déshumanisation, ce pouvoir aliénant que la communication de masse peut avoir sur nous. Essayent de résister. Mais je dirais d'une résistance qui peut souvent s'avérer contre-productive. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu encore une fois de plus sur les réseaux sociaux des individus, des Africains, nier, refuser en fait la tragédie de Charlie Hebdo, de refuser qu'il y ait une tragédie. Pourquoi? Parce que la tragédie, le massacre de Boko Haram n'a pas été médiatisé à la proportion de son ampleur. Attention, attention, d'accord, on peut s'indigner, on peut se fâcher de l'hypocrisie des médias, mais il faut respecter la douleur d'autrui, c'est important. C'est pas parce qu'ils n'ont pas respecté la nôtre qu'on ne va pas respecter la leur. Vous voyez encore quand je disais que c'est-à-dire que ce pouvoir aliénant, c'est-à-dire c'est pas parce que tu es ce que tu es que je vais devenir comme toi. Non, je garde mes principes, surtout quand je sais que mes principes sont super moraux. Je les garde. Je respecte ta douleur, peu importe si tu ne respectes pas la mienne. Je respecte la tienne. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est que l'idée en fait ici c'est de se désaliéner et non pas, c'est de se sortir de ce facteur aliénant de la communication de masse et non pas de changer de facteur aliénant, c'est-à-dire s'aliéner par opposition à l'ancienne aliénation. Non, c'est une aliénation symétrique, non. L'idée c'est de sortir de l'aliénation, de se libérer intellectuellement. C'est Florent Pagny qui le disait avec tout son cœur. Il disait, vous pouvez tout me prendre, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. L'idée, c'est de regagner sa liberté de penser. C'est super important. C'est super important. Quand déjà tu arrives à ne pas je ne sais même pas comment vous faites ça, quand tu arrives à ne pas t'émouvoir d'une catastrophe parce qu'on ne s'est pas ému de la tienne, tu es doublement aliéné, mon frère. C'est dangereux. Tu es doublement aliéné. Donc il faut se poser des questions à un moment donné. Vous voyez? Donc c'est ça. Et oui, donc comme je disais, on en arrive à une position où la communication de masse a ce pouvoir de déshumanisation. Rendez-vous compte, près de 80% des commentaires sur les photos qui ont été postées des cadavres des membres de Boko Haram, 80% au moins, bon c'est une estimation de ma part, je ne sais pas si c'était vraiment le cas, mais c'est l'impression que ça me donnait, 80% des commentaires se réjouissaient en fait de voir des cadavres humains. C'est ahurissant. Je veux dire, on ne peut jamais célébrer le fait qu'on ait tué quelqu'un. Je peux comprendre qu'on puisse tuer quand notre propre conservation est mise en jeu, quand notre propre conservation est mise en péril. Mais on n'est jamais content d'avoir tué un homme. Jamais. Moi, je ne sais pas quelle tradition, ou bien quelle philosophie, ou bien quelle spiritualité ou quelle religion est d'accord avec ça. Moi, j'en connais pas. On n'est jamais content de tuer des personnes. Mais aujourd'hui, nous, donneurs de bonnes leçons du monde, on est content d'avoir tué 50 membres de Boko Haram aujourd'hui, 100 membres de Boko Haram aujourd'hui. Mais attendez, arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Vous savez, on est tous, que vous le saviez ou pas, on est tous issus d'une famille où au moins une personne, un membre de cette famille-là, s'est déjà rendu coupable d'une certaine injure ou bien d'un certain crime. Et alors, si maintenant, en guise des dédommagements pour les victimes, il va falloir qu'on injurie toute la famille, tout le reste de la famille, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les familles vont se détester parce qu'on a au moins une personne dans chaque famille qui a fait quelque chose de mal. Donc, respectez les familles. Respectez les familles. Ces membres de Boko Haram là, ils ont des familles qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'ils font. On a vu l'exemple, je veux dire, même quand aux États-Unis avec l'attentat de Boston,
Je veux dire, les deux frères, quand leur oncle à Washington a dit c'est ça beau de mes neveux, mais je ne suis pas d'accord avec ça, c'est à condamner, il faut qu'ils aillent en prison. Vous voyez? Donc il y a forcément des membres de la famille, des familles de ces gens de Boko Haram qui ne sont pas d'accord. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec ces personnes-là. Donc il faut les respecter. Donc même les États-Unis, dont on sait qu'il y a un amour propre pour la guerre, un amour sérieux pour la guerre contre leurs ennemis, ont beaucoup plus de respect pour leurs ennemis que nous en avons pour les nôtres. On ne respecte pas du tout nos ennemis. Le communiqué de Washington, de la Maison Blanche, était clair. On ne montrera pas le corps de Ben Laden. On l'a tué, croyez-nous sur parole. Croyez-nous, on ne va pas exposer son corps. Par respect pour les familles, par respect pour les victimes du 9 septembre, et tout ça, on va respecter le corps de la personne. Et ils vont même aller jusqu'à respecter en fait la tradition musulmane. On connaît comment les États-Unis peuvent être islamophobes des fois. Ils vont jusqu'à respecter la tradition musulmane. Il faut inhumer le corps avant 24 heures. Bon, ok, ça reste discutable, les conditions dans lesquelles ça a été fait restent discutables, mais bon. L'esprit, la volonté de respecter est là. Mais où est notre volonté de vouloir respecter nos ennemis? Même pour Stéphane Tchiki, c'est pareil. J'ai un ami qui a voulu donner un support moral. Il s'appelle Hiram Yodi. Mais comment il s'est fait incendier sur les réseaux sociaux parce qu'il a mis un statut. Moi, j'ai vu un support moral. Je ne sais pas si il était d'accord ou pas avec la politique de Stéphane Tchiki, mais au moins, j'ai vu quelqu'un qui essayait en fait d'apporter un support moral. Et ça, je salue ça. J'ai posé des questions pour savoir, c'est ça que tu fais? Il m'a dit oui. Vous voyez, on peut ne pas être d'accord avec la philosophie, la politique de quelqu'un, mais il faut respecter. Il faut respecter la morale de certaines personnes. Stéphane Tchiki, ce n'est jamais facile de traverser ce qu'il traverse. Je ne suis pas d'accord avec sa politique, je ne sais pas, mais au moins je respecte la personne. Vous voyez, quand la communication de masse a ce pouvoir de déshumanisation, Edgar Morin le disait, et Michel Foucault aussi le disait plutôt dans son livre Les mots et les choses. Edgar Morin disait quelque chose d'assez essentiel, il disait que les sciences humaines ont fini par tuer l'homme. C'est-à-dire qu'on étudie l'homme, mais on oublie que c'est l'homme qu'on étudie. On a fait de l'homme quelque chose une statistique. Encore une fois de plus, la science qui progresse, les sciences humaines ont progressé, on comprend mieux les parties de l'homme, mais on n'arrive pas à l'interdisciplinarité, on n'arrive pas à comprendre l'homme dans son ensemble. Il faut respecter la dignité humaine, c'est super important. Donc voilà. Et ah oui, je voulais aussi dire quelque chose, c'est-à-dire qu'avec la communication de masse, on en est arrivé à une sorte d'aliénation, mais beaucoup plus intime. Pas moins dangereuse, mais beaucoup plus intime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'attarde beaucoup plus sur les faits et beaucoup moins sur les processus qui mènent vers ces faits-là. Prenons l'exemple des Malawi, c'est-à-dire l'inondation, la catastrophe naturelle qui s'est passée en début d'année. On voit le fait, on s'en émeut, mais on ne voit pas tout le processus qui est derrière. Près de 14 000 foyers touchés, 70 000 laissés sans abri, vous vous rendez compte, 70 000, et le chiffre record de 48 personnes qui sont mortes. 48 personnes, c'est beaucoup, c'est un chiffre record. Dans votre famille, quand une seule personne meurt, c'est toute la famille qui se déplace. Donc vous vous rendez compte, 48 personnes, c'est beaucoup. Donc ne me dites pas que ce n'est que 48 personnes, c'est beaucoup. Mais, donc on va voir la catastrophe, on va s'en émouvoir, mais on oublie tout le processus qui est derrière. Comment se fait-il que la même catastrophe, peut-être la même catastrophe, mais comment se fait-il que 5 ans plus tôt, une catastrophe de la même envergure, si ce n'est même plus grave, dans le département du Var en France, a fait beaucoup moins de morts, 27 morts, et 300 personnes qui ont été sauvées d'une mort certaine sur 2500 personnes qui auraient pu mourir. Quand on dit par exemple dans les Malawi que 48 personnes sont mortes, ces 48 personnes-là, c'est les 48 personnes qui auraient pu mourir, et c'est les 48 personnes qui sont mortes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand la communication de masse nous fait réagir sur le catastrophique, on s'émeut du catastrophique, et sans comprendre
que l'humanitaire qui est derrière, l'humanitaire qui a été produit par la catastrophe est en fait une injustice faite au peuple de Malawi. Non pas sur le plan catastrophique, parce que la catastrophe ça peut arriver à n'importe qui, mais une injustice dans la gérance de leur pauvreté. Qu'en fait, comme la plupart des peuples africains, c'est un peuple qu'on a expolié, c'est un pays dont on a pillé les richesses naturelles et aujourd'hui, on vient s'émouvoir d'une catastrophe naturelle, mais sans s'émouvoir en fait de la spoliation humaine qui a mené à la malgérance de cette catastrophe naturelle-là. Vous vous rendez compte? Donc oui, quand finalement les communications de masse vous font... C'est-à-dire quand la communication de masse en fait vous font traduire l'injustice en termes humanitaires. J'ai vu beaucoup de gens se fâcher sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout, que oui, l'Occident, les organisations internationales n'ont pas assez aidé les Malawites. Vous vous rendez compte? Mais les Malawites, ils n'ont pas besoin qu'on les aide en période de catastrophe. Ils ont besoin d'une certaine justice. C'est-à-dire avant que la catastrophe arrive pour qu'ils puissent mieux gérer la catastrophe. Quand on voit par exemple l'Afrique du Sud, premier partenaire avec les Malawites qui viennent acheter le tabac au Malawi, les États-Unis en deuxième, on achète votre tabac, mais on ne se pose pas la question de savoir dans quelles conditions les travailleurs ont produit ce tabac-là. C'est pareil avec le Blood Diamond. Aujourd'hui en Occident, on ne veut plus, je ne sais pas si c'est vraiment respecté ou pas, mais on ne veut plus acheter le diamant quand on sait qu'il vient du Congo et que les gens sont morts, des personnes sont mortes par rapport à ça. Mais ça donne la même chose. Vous ne voudriez pas, par exemple, aux États-Unis, que des gens soient exploités moins de $1 par jour pour produire du tabac. Donc pourquoi vous allez venir acheter le tabac chez des entreprises qui finalement expolient, qui sous-traitent, qui rend finalement leur peuple en stade d'esclavage. Pourquoi vous voulez traiter avec ces personnes-là? Il faut une certaine éthique dans le business. Posez-vous la question de savoir, ce tabac-là, il vient d'où? Par qui il a été produit? Est-ce que les personnes qui ont produit ce tabac, est-ce que ces personnes ont été bien rémunérées? Est-ce que l'indice humain, l'indice de développement humain est assez élevé dans le pays? C'est ces questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas juste j'achète le truc et je m'en fous du reste. Non. Il ne faut pas parler de human rights, des droits de l'homme. Il ne faut pas avoir une notion de droit de l'homme à géométrie variable. Quand il y a de l'argent, on oublie. Non. Les Malawites, ils ont besoin d'une certaine justice sociale qui leur permet d'avoir assez d'argent pour pouvoir gérer, pour pouvoir mieux prévoir des catastrophes naturelles comme ça. Comme par exemple en France, dans le Var. La catastrophe a été beaucoup, je ne dis pas qu'elle a été super bien gérée, mais elle a été beaucoup mieux gérée que la catastrophe du Malawi. C'est pareil avec ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar. C'est pareil. Mais que font les autorités en train de signer des accords pétroliers avec Sterling, avec ExxonMobil, mais on n'arrive pas à nourrir près de 200 000 personnes sont affaiblies par la sécheresse dans le sud du pays. Près de 90% des personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Et un peu plus dans le nord, tu as des des villages qui sont isolés par rapport aux inondations. On ne peut pas apporter de la bouffe, on ne peut apporter rien du tout. Vous vous rendez compte? Mais on est là à signer des accords pétroliers, mais on n'aide pas la population. Ils ont besoin d'une justice sociale. C'est de ça. Il faut falloir que toutes ces firmes internationales qui viennent prendre les richesses en Afrique, développer les richesses, je ne sais pas quoi, il va falloir qu'elles apportent une certaine justice sociale. Apporter une certaine justice sociale. Respecter la dignité humaine. Respecter la dignité humaine. C'est super important. C'est super important. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Quand la communication de masse justement nous fait oublier cet aspect humain en fait. Cet aspect humain. Quand aujourd'hui, même beaucoup d'Africains qui se révoltent sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de ce qui se passe, des injustices sociales qui se passent dans les Malawi, qui se passent dans
dans les Malawi, à Madagascar, et tout ça. Les gens, les albinos qui se font tuer tous les jours en Tanzanie, et tout ça. Il faut qu'on revienne à une certaine morale, parce qu'on veut se donner des leçons de morale, on veut se donner les prérogatives de donneur de leçons de morale au reste du monde. Il va falloir réagir comme ça. Il va falloir avoir une certaine introspection qui nous permette en fait de comprendre ce qui se passe chez nous, les mauvaises gérances de nos autorités, premièrement. Et il faut aussi, c'est-à-dire tout à l'heure je parlais comme le titre l'indique, la communication de masse, il faut que on puisse savoir comment se désaliéner, comment savoir prendre l'information tout en restant humain. Pas se désaliéner pour entrer dans une autre aliénation, mais prendre l'information et réagir humainement face à l'information. C'est super important. Donc voilà. Merci à tous et j'espère que que cette vidéo n'était pas trop longue. Je vous invite à commenter, à me donner des sujets, à discuter. Je suis quelqu'un de très ouvert. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter. J'ai pas beaucoup de followers encore sur Twitter, mais suivez-moi sur Twitter. Et voilà quoi. Donc merci à tout le monde et à très bientôt. Bye.